Bonsoir à tous. On est très très ravis de vous retrouver une nouvelle fois sur notre groupe Endurance Live. Pour l'Endurance Talk numéro 3, votre rendez-vous donc mensuel maintenant pour traiter de l'actualité de l'endurance avec évidemment Alban. Bonsoir Alban. Bonsoir Jeff, bonsoir tout le monde. Et puis évidemment notre pape qui est à Dubaï ce soir. Donc il est un petit peu tard à Dubaï, il est 23h46 très exactement. Bonsoir Laurent. Salut Jeff, salut Alban. Salut Laurent. Bon, ça va Laurent? Ça va pas mal. Bon, passez un bon petit week-end, on va en parler avec Ouais. le Dubaï Ouais. classique, on va l'appeler comme ça. Mm. Donc Alban va revenir dessus. Alors Willy est aux manettes, et puis bonsoir Willy. Bonsoir, Et puis bonsoir. voilà, et avec nous deux intervenants, donc Alan ce soir et puis Frédéric, qui poseront des questions en tant que membre du groupe Endurance Live. Voilà. Alors on va traiter d'abord un petit peu d'actualité WEC, IMSA aussi. On viendra un petit peu sur l'Intercontinental GT Challenge. Et puis le report de Calami, bien sûr, le titre de champion Mercedes pour le GT World Challenge, et puis l'actu aussi et les nouveautés 2022 pour ce qui est du GT World Challenge. Voilà. Et puis les questions du chat, n'hésitez pas à les poser. Willy va nous les envoyer, puis on vous les relaiera. Et Laurent tentera d'y répondre. Mais bon, il devrait y arriver. Voilà. On sait jamais. On sait jamais. Voilà. On t'a pas piégé encore, hein, pas une seule fois. Voilà. On va attaquer par l'actualité Wake, Alban. Oui. Avec Laurent, bien sûr. Donc voilà, je te laisse la parole. Et puis, bon live à tous. Bon Laurent, alors on va aller dans le dur. On commence par Bicoles. Mm. Donc Qui du va coup là, rouler dans moins de 10 jours, je crois, de elle va mémoire. rouler avant la Peugeot. Du coup. Elle va rouler avant elle devrait rouler avant la Peugeot. Même si la Peugeot, j'ai cru comprendre que c'était un peu décalé. Alors qu'est-ce qu'on pourrait conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur Bicoles? Ils ont tenu leur parole et Qui travaille, qu'on n'a pas de nouvelles depuis des mois et des mois, que ça travaille dans son coin, que ça construit une voiture écoute, ça devrait rouler assez rapidement et que ce sera une catégorie dans la catégorie LMH, normalement avec un moteur Gibson si ça n'a pas changé, donc le même moteur que l'Alpine. Et que ça va, je pense, ravir les fans, les nombreux fans de Bike qui ont suivi quand même avec intérêt l'histoire de la LMP1. Et pour être franc, on ne savait pas trop quel crédit apporter au projet de Bike, surtout quand on voit ce qu'il y a en face et quand on voit les moyens financiers qu'il faut pour développer un proto LMH. Et finalement, Bike travaille dans son coin, pas trop d'infos. On a commencé à faire un peu de teasing. Enfin, c'est Tom Dillman qui a fait un peu de teasing et tout. Et la présentation de la voiture devrait avoir lieu incessamment sous peu. c'est vrai que Bicoles c'est l'opposé de Glickenhaus en termes de communication. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc du coup, même toi qui es bien dans la place. Ah oui, quand tu vas avoir, si tu veux avoir une interview de Jim Glickenhaus, tu envoies un WhatsApp, un SMS, un mail, et tu as l'interview dans les 3 minutes qui suivent. Chez Coles, aussi bien Colin Coles que Boris Bermès, c'est un peu plus compliqué. C'était plus facile à voir avec Manfredi Ravetto que moi personnellement je connais très bien, donc c'était un peu plus facile. Mais maintenant, c'est sûr que les infos de chez Coles, pour les avoir, si tu envoies un mail ou quoi, tu as 3 mots en réponse et t'as pas un pavé et on te dit oui, pas de problème pour l'interview. Et au final, tu te rends compte que 6 mois après, tu n'as toujours pas d'interview. Chez Coles, on aime bien un vif caché un peu. Donc du coup Laurent, est-ce qu'on la verra sur la grille du Mans en 2022? On sait pas ça. Faut espérer, on la verra, on la voit déjà pas sur l'affiche qui est derrière toi, mais Ouais, ça. j'espère parce que ça rajoutera un peu de diversité, ça fera un proto le moins hypercar en plus, donc j'espère qu'on la verra au Mans. Ouais. Du coup, tu nous as dit moteur Gibson, donc on risquerait d'avoir un match avec l'Alpine. Ouais, alors on risquerait Parce que d'avoir c'est un un match avec moteur l'Alpine, LMP1. oui. Oui et non, parce que normalement c'est le même moteur, donc, mais c'est pas le même châssis, parce que là tu pars d'un châssis LMH, ce qui n'est pas le cas de l'Alpine où tu pars d'un châssis LMP1, enfin où c'est un châssis LMP1. Donc après, ça va rajouter une voiture supplémentaire pour équilibrer la balance de performance. Donc on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on aura Toyota et les autres ou on aura un match à 4? Ouais, je pense qu'on aura Toyota et les autres avec j'espère, Glickenhaus au milieu. Ce serait plutôt pas mal. Et puis Alpine qui puisse arriver à tirer son épingle du jeu. Et pourquoi pas, le problème de Bike au Mans,
jusqu'à présent, les statistiques avec la LMP1 n'ont pas tourné en faveur de Baïkoles. Ouais. Donc, on a glissé là. Toyota Irakawa, Irakawa, pardon. Qu'est-ce qu'on peut en... On peut pas dire que c'est un inconnu, mais c'est pas du tout un gros line-up là. Je veux dire, quand tu fais ce que fait Ryo Irakawa en GT500, c'est quand même pas c'est pas quand même pas le perdreau de l'année. Il a de l'expérience du LMP2, il a l'expérience des championnats en Europe, l'expérience du Mans. Il fallait s'attendre de toute façon à ce qu'il y ait un autre pilote japonais pour remplacer Kazuki. Donc on a fait confiance à Irakawa. Donc écoute, on va bien voir. Il a déjà testé la voiture plusieurs fois. Et il faut surtout pas sous-estimer les pilotes qui roulent en Super GT, en GT500. Non, ça je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors du coup, Nakajima glisse dans le staff. C'est plutôt pas mal pour lui. Du coup, il reste encore en activité. C'est plutôt pas mal pour lui, sachant qu'il arrête sa carrière en WEC. Ce qui est un peu plus bizarre, c'est le double rôle de Kami Kobayashi qui va être pilote et team principal. Là, j'avoue que je ne sais pas trop quel crédit apporter à la chose. Donc, je ne sais pas. Écoute, ça me semble suffisamment compliqué, mais bon, après, on verra bien selon l'avenir. Ouais. Du coup, Laurent, c'était aussi cette semaine l'inscription du WEC. Donc là, on va voir à partir de quand on saura les nouveautés, on va dire, les nouveaux équipages qui seraient sélectionnés. Ce ne sera pas de toute façon avant le début de l'année, même avant certainement le mois de février. Hein. Peut-être même après l'Asian Le Mans Series, parce que pour une fois, je pense qu'on aura un comité de sélection qui va se réunir, parce que j'ai cru comprendre que les demandes d'engagés affluaient quand même, ou du moins allaient affluer, de par le côté compact un petit peu du calendrier et le fait que tu aies quand même plus de courses en Europe, si on accepte Sebring quand même, enfin 3 courses quand même, Sebring, Fuji et Bahreïn. Mais la différence de prix par rapport à une saison LMS fait qu'il y a de plus en plus d'équipes qui s'intéressent au WEC, avec en théorie la certitude d'aller au Mans, sauf que là, si tu as trop d'équipes, sachant que normalement, on ne devrait pas dépasser les 34, notamment pour Fuji, parce que 34, c'est la capacité maximale dans les stands. Donc, bon, mais je pense je pense que ça fera le plein. Ouais, espère. De toute façon, on aura toujours les mêmes, on va dire. Est-ce on peut s'attendre à avoir des nouveautés radicales? Radical ne sera pas là, hein, je te dis tout de suite. Oui. Est-ce qu'on aura des line-up, enfin pas des line-up, mais des teams qui néophytes? Est-ce que tu penses que c'est possible? Ouais, enfin des teams, oui, tu prends Vector Sport qui a annoncé une voiture en WEC avec notamment Nico Muller, oui, je pense que tu auras quelques nouvelles équipes. Tu as Prema aussi qui vient avec des LMP2. Donc ouais, je pense que tu auras forcément quelques nouvelles équipes. Ouais. Puis tu as beaucoup d'équipes, t'as quand même pas mal d'équipes aussi qui viennent en LMP2 pour tâter le terrain et pour préparer un petit peu le LMDH. Tu parles d'AF Corse, entre autres? Ouais, oui, je parle d'AF Corse. Tu peux parler de de beaucoup d'équipes aussi qui roulent en LMP2, qui regardent forcément d'un œil avisé. Je sais que Prema avec Iron Lynx aimerait bien à l'avenir aller en WEC, en LMDH, voire même en LMH, parce que je crois que ce qui les intéressait à la base, c'est d'avoir une Ferrari LMH. Ça, je pense qu'on est encore un peu pour l'instant loin du compte. Mais ouais, je pense que ça va forcément se développer pour 2023. D'accord. Et en plus, on parlait de transfert. J'ai oublié de le citer quand même. On a Fabio Scherer qui quitte United pour aller chez iClass en IMSA. Alors, c'est pas un programme unique pour lui, parce que je crois qu'il va annoncer encore quelque chose incessamment sous peu. Donc après, qu'est-ce qu'il va faire l'avenir nous le dira, mais il va pas faire Colimsa coller course longue avec iClass. D'accord. Il reste quand même dans le giron United? On sait pas. J'ai pas Non. tout suivi. Donc, ça n'a pas été annoncé encore. ouais, tout à fait.
On va rester un peu dans le WEC, mais on va décaler sur l'Asian. On a l'Asian Le Mans Series où ils ont sorti la liste des engagés. Une Intéressant belle quand même. liste. Une belle liste. Hein. Bah, c'est une belle liste. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que les championnats ACO, mis à part la Michelin Le Mans Cup où il y a très très peu de GT3, tu te rends compte quand même que le GT3 ACO prend pas au jour d'aujourd'hui, enfin, actuellement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de GT3 en Le Mans Cup. Il y en avait plus sur Road to Le Mans, mais il n'y en avait pas beaucoup en Michelin Le Mans Cup. Et tu te rends compte qu'en Asian Le Mans Series, c'est totalement l'inverse. Alors, ok, il y a des équipes qui roulent aussi aux 12 heures d'Abu Dhabi, qui sont au début janvier, qui a les 24 heures de Dubaï qui sont la semaine d'après. Donc, tu as des teams qui laissent leur voiture ici, qui vont faire un programme hivernal. Maintenant, il y a aussi le fait que l'année dernière, le nombre d'invitations en 24 heures du Mans dépendait du nombre d'engagés dans la catégorie. Et d'où le fait qu'en GT3, il y a eu 4 invitations qui ont été décernées pour les 24 heures 2021. Sauf que là, on a un petit peu changé la donne du côté de la CO et peu importe le nombre de voitures, il n'y aura qu'une invitation qui sera décernée aux champions GT Asian Le Mans Series. Donc là, ça change un petit peu la donne. Alors, Parce du que là, coup, il faudra être premier. exact. L'année dernière, c'est GPX qui a décliné l'invitation en dernière minute. Hmm. Est-ce que si cette année, ils reviennent à gagner l'Asian Le Mans Series, est-ce qu'ils vont y aller? GPX? Ouais. Alors, je peux déjà te dire non, parce qu'ils font pas l'Asian. J'ai cru qu'ils faisaient l'Asian. Non, non, ils font pas l'Asian. Pas d'Asian, pas de 24 heures de Dubaï. D'accord. Ok, bon, bah, Jeff, note pour ta question GT. Ouais, ouais. Non, ce sera à lire dans les prochains jours, mais GPX, ce sera soit GT World Challenge Europe, Endurance, soit Intercontinental GT Challenge l'année prochaine. D'accord, donc un programme un peu plus restreint que 2021 alors. Bah, il n'y aura pas de 24 heures de Dubaï, il n'y aura pas donc il y aura pas de 12 heures d'Abu Dhabi et donc pas d'Asian Le Mans Series l'année prochaine. J'avais lu, je crois, concernant GPX, Laurent, j'avais lu justement, je fais très rapide, Alban, Vas-y, vas-y. ouais, ouais, que justement, ils voulaient se concentrer sur Le Mans plus tard, donc 2024 pour le GT3, et qu'ils voulaient pas se disperser. Enfin, je fais très court, mais c'était un peu ça. Et je crois que j'avais lu ça dans tes colonnes sur ton site. Il me semblait que c'était un petit peu ça la raison, se concentrer sur l'essentiel et pas forcément s'éparpiller sur le reste. Ouais, c'est un peu ça. Et puis je pense que là, maintenant qu'on sait, ce qui n'était pas le cas avant, que les GT3 peuvent aller au Mans à partir de 2024, ça change un petit peu la donne, parce qu'il reste toujours évidemment l'optique, il y a toujours l'optique LMDH, sauf que pour l'instant, c'est un peu pour tout le monde pareil. L'optique LMDH, c'est qu'on ne sait pas combien vaut la voiture, on ne sait pas combien va coûter le programme en intégralité. Ce que j'ai compris, ça coûterait quand même relativement cher. Donc, alors que tu peux aller au Mans avec une GT3, donc bon, ça fait forcément réfléchir. D'ailleurs, sur le chat, il y a David Rebellion qui nous notifie que G-Drive et Graph s'associent pour un LMP3 en ASEAN, justement. Exactement. J'ai croisé d'ailleurs Roman Russinov là, à Dubaï pendant le meeting historique, là, qui lui exposait la LMP3 durant un match de hockey et qui est venu visiter un peu le paddock de l'historique Dubaï Grand Prix Revival, là. Et ouais, l'idée c'est de faire une association un peu entre Graph et avec une voiture aux couleurs G-Drive, ce qui était déjà le cas en LMP2 il y a quelques années. Eh ouais. Bon, Laurent, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur le WEC, à moins que tu vois d'autres choses à rajouter ou tu as une info où tu voudrais qu'on accentue un petit peu. Ouais, qu'est-ce que je peux dire Ah si, si, je pense. ce qui est derrière moi. Ah peut-être Alan. Alan, est-ce que tu es là, Alan? Il est parti, je crois. Il est parti. Ah, il est là. Il est là, Non, il je est suis là. là. Non, il est là. Il est là. Alan, je crois que tu avais une Hein question pour Laurent. Ouais, par rapport à l'affiche, en fait, il y a un Ouais. truc moi, qui me chiffonne un peu. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure sur le Messenger. Déjà, l'affiche, en fait, on voit 3 hypercars dessus. Bon, c'est un peu rassurant par rapport à 2021, c'est qu'ils ont mis la glyquenos. Par contre, il y a un truc, c'est qu'on voit 2 GT, donc une GT AM et une GT Pro, mais Et il n'y pas a de pas PD. d'LMP2. Il n'y a pas l'MP2. Et il y a un autre truc, moi, j'aurais bien vu une Corvette dessus, vu ce qu'ils ont annoncé qu'ils faisaient WEC et IMSA en même temps. Je sais pas ce que t'en penses. On peut pas tout mettre.
Le problème des affiches, c'est un peu comme le problème des couleurs d'une voiture. C'est qu'un peu, tu vois, ça fait pas l'unanimité. On n'aime pas. C'est un peu, chacun a un peu un avis sur le sujet. Alors, évidemment, là où je suis d'accord, c'est qu'il n'y a pas d'LMP2. Ça, c'est un peu bizarre. Il n'y a pas de Peugeot, mais ce qui est normal parce que Peugeot n'a pas annoncé qu'il sera au 24 heures du Mans. Il n'y a pas de Bike-OLS, ce qui est normal parce qu'aujourd'hui, Bike-OLS n'est pas inscrit. On n'a même pas vu la voiture. Donc là-dessus, ça me paraît tout à fait logique. Et pour être totalement franc, mais ça n'engage que moi, je ne pense pas que Peugeot sera au 24 heures du Mans l'année prochaine. Maintenant, pour le reste, c'est ce qu'a un peu expliqué la CO, c'est un peu le code couleur, les nouveaux codes couleurs. Bon, c'est, je sais pas. Il y a le bleu, Non, blanc, rouge quand ça même. manque un peu de jaune. Il y a du jaune dans le cycle de la CO. Les couleurs actuelles sont quand même vachement portées quand même sur le bleu. Bon, maintenant, je te dis, Est-ce que ça signifierait une victoire d'Alpine, le bleu? non, parce que là c'est bleu, blanc, rouge, là, donc je pense que ça n'a aucun rapport. Je pense que là, ça n'a aucun rapport, mais bon, la Porsche, on voit que la Porsche est une Porsche un peu aux couleurs un peu WeatherTech, WeatherTech qui était en pro et qui n'était pas en AM cette année. Donc bon, c'est un peu bon, c'est une affiche quoi. Mais Ouais. Laurent, l'année dernière, donc cette année plutôt, je me projette déjà, la première affiche était ce qu'elle était et elle a évolué. Il y en a une deuxième. Je me trompe, Alban? Non, Elle a évolué. c'est Glickenhaus qui avait rajouté sa Qui avait- voiture. Non, Voilà. l'affiche, à ma connaissance, l'affiche est restée la même et Elle est la Glickenhaus même. avait fait faire, enfin pas fait faire, mais il y en a Il qui est- avaient fait faire une autre affiche avec la Ok, Glickenhaus sur l'affiche. ok, Et, ok. et voilà, maintenant, je comprends tout à fait qu'on puisse pas mettre. Imagine qu'au dernier moment, Peugeot vient, ouais, sauf que Peugeot vient, mais quand ils ont fait l'affiche, Peugeot n'était pas forcément assuré d'être présent. Donc, bon, après, voilà, c'est une affiche. On n'aime pas. Voilà. Il y aura Ouais. les aficionados ou pas. Ben non, mais tu vois, t'as toujours les. Après, pour moi, les plus belles affiches, c'était celles de la fin des années 90. Avec, je sais pas si vous vous souvenez, cette fameuse affiche avec toutes les bâches sur les voitures, avec le gros message et vous venez, avec tous les constructeurs qui étaient devant. Bon, ça, c'est une affiche qui avait de la gueule. Maintenant, est-ce que c'est le côté nostalgique qui prend le dessus? C'est possible aussi. Donc, on verra dans 20 ans si cette affiche-là. Moi, je trouve qu'il y en a eu des pires que celle-ci. Mais bon, après, ça, Oui. c'est que mon avis. Hein. Oui. C'est que mon avis, c'est un avis perso, mais celle-ci me choque pas, à part qu'il n'y a pas de P2. Eh ouais, exactement. On s'est tous fait la réflexion où était la P2. Laurent, on se fait un petit tour aux US? Oui, Alors que ce sera, je te coupe, Alban, vas-y. alors que ce sera certainement encore la catégorie la plus fournie, et la seule qui échappe encore à la fameuse balance de performance. Et c'est celle où on a le plus de spectacles. Bah Avec ouais, parce que t'as GT. pas de BOP. T'as Voilà. pas de BOP déjà, donc c'est le meilleur qui gagne. Ouais. Laurent, on prend l'avion, on va de l'autre côté de l'Atlantique, les US, Ça Daytona. roule en ce moment. Ça roule Ouais, en et ce ça moment. roule. Hier, ils étaient en pleine séance d'essai. Daytona, Romain Grosjean. Hum, Ah, on ah, verra. on verra. Bon, bah, Laurent. Les choses peuvent vite Eh, changer en Laurent, je sport mets auto. mon droit de veto là-dessus, je suis désolé. Alors, ce qui est- ce qui était, non, non, mais ce qui était confirmé, ce qui n'était pas une simple vue de l'esprit, parce que moi, ça m'a été confirmé directement par Romain lui-même. Donc c'est pas juste une rumeur. Maintenant, Romain a d'autres programmes à côté, et les choses peuvent peut-être évoluer. On a vu aussi, tu l'as noté sur le site, José María Lopez, qui serait en test avec Action Express. Hmm. Du coup, Ouais. ça peut être sympa. Ça aussi, là, Bah, ça vient épauler le line-up traditionnel. le problème qu'il y a cette année, c'est qu'il y a encore une course IndyCar, alors pas pour Daytona, mais pour Sebring, et que les équipes essaient de monter des programmes avec les mêmes pilotes qui font les courses d'endurance, les 4 courses de la Michelin Endurance Cup.
Et que là, avec cette course IndyCar, c'est un peu plus compliqué. Je sais c'est ce qui gênait d'ailleurs Wayne Taylor, le fait que Romain, par exemple, roule en IndyCar le week-end de Sebring au Texas. C'était pas forcément quelque chose de facile. Donc bon, après Daytona, c'est toujours sympa parce qu'il y a toujours d'autres pilotes qu'on voit pas habituellement. Je pense qu'on verra Louis Delétraz notamment au LMP2 chez Tower Motorsport avec Star Wars, même si ça n'a pas été annoncé. Mais ouais, il y a toujours des nouveaux pilotes qui viennent rouler, de nouveaux équipages. Ça, c'est plutôt sympa. Ouais, et on a de plus en plus d'Européens, hein. On a Nederland, Mmh. enfin le Racing Team Nederland qui renouvelle son expérience. Mmh. On a G-Drive qui pointe le bout de son nez. Ouais, avec Pro Algarve. Ouais, tout à fait, avec Alpro Algarve. On a aussi des GT qui ont renouvelé leur confiance, hein. On a vu, tu as parlé de Wright Motorsport qui reprennent Porsche. Ouais, il devrait y avoir aussi AF Corset notamment. Donc non, non, ça devrait être pas mal. Il y Il y aura a Magnus Racing qui va rouler avec une Aston Martin, qui passe en Aston Martin. Ça n'a pas été annoncé, mais Paul Miller Racing, qui était avec Lamborghini, devrait rouler avec BMW, avec une M4 GT3. Il y a Turner Motorsport, toujours avec une M4 GT3. Donc bon. Puis on va voir aussi ce que va donner la Corvette avec la Corvette qui passe de GTLM à GTD Pro. en spec GT3, exact. Mm. On aura aussi iClass avec, on a parlé tout à l'heure de Scherer. Lexus qui ont repris un pilote GT, n'est-ce pas, Jeff? Ouais, avec Ben Barnicot, ouais, qui était On va en pilote parler McLaren tout à l'heure, ouais. et qui passe Chez du coup Bassers. dans le camp Lexus. Ouais. Et on Bien a sûr. parlé de Romain Grosjean, mais il y a aussi une autre star qui serait sur les tablettes, Valentino Rossi. Coup de pub ou un Bah, tox? Non, 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 c'est pas coup de pub. Il sera déjà aux 12 heures d'Abu Dhabi et je pense que maintenant il a plus le champ libre pour rouler en GT ou en proto d'ailleurs, peu importe. Mais je pense plus en GT et il a plus le champ libre maintenant pour faire du circuit. Donc bon, je te dis, 12 heures d'Abu Dhabi, il a toujours voulu faire les 24 heures de Spa et les 24 heures du Mans. Et je pense que ça fait forcément partie des plans de Valentino Rossi. Chaque fois que tu vas le voir et que tu lui en parles, dès que tu lui parles Le Mans ou Spa, il a un sourire jusque-là. Donc Ok. on va essayer d'aller le titiller le mois prochain à Abu Dhabi pour en savoir plus. C'est ce que posait Joël Karadec. Est-ce que vous validez la participation de Rossi pour Le Mans? Ah oui. Ah, je dirais, Tout faut le voir. monde, À voir. tout Moi, le monde j'aimerais bien, valide mais tout le monde valide, même lui aussi il valide, Oui. hein, bien ce qui n'était sûr. pas possible avant et ce qui peut maintenant être certainement un peu plus facile. Donc ouais, j'espère. Mais ça, je sais que ça a toujours fait des plans et je ne doute pas une seule seconde qu'on verra Valentino Rossi un jour au départ des 24 heures du Mans. En GT ou en proto? Pour l'instant, c'est plus GT quand même. Ouais, c'est plus GT pour l'instant. Il a roulé que chez Kessel et je pense que ce sera plus en GT dans un premier temps. Hein. Ok. Alors, est-ce qu'il est là, Fred? Fred, tu es là? Présent. Oui. Présent. Donc là, je vais te laisser aborder avec Laurent son week-end en groupe Voilà. C. Ah, En oui, c'est vrai quelques que mots, Fred. le groupe C, bah, pour moi, c'est la grande époque. Donc, Le Dubai j'ai vu que History Revival. ça avait roulé à Dubaï. Donc, ça fait toujours plaisir à voir ces voitures-là. Bah, ça fait plaisir à voir. Alors évidemment, si tu regardes le live streaming des courses, tu peux voir qu'il n'y a pas énormément de voitures. Maintenant, c'est une première édition. Il a fallu faire venir des voitures d'Europe parce qu'ici, dans la région, il n'y a pas de groupe C, il n'y a pas de Formule 1 historique. Donc, il a fallu faire venir des voitures. Et vu le succès populaire, c'était le plus gros événement de sport auto sur le Dubaï Autodrome, avec quand même plusieurs milliers de tickets vendus. Ça peut paraître, peut sourire comme ça vu d'Europe, mais plusieurs milliers de tickets vendus. Moi, je connais des meetings européens où il n'y a pas autant de tickets vendus. Et là, on est quand même à Dubaï, dans un pays qui n'est pas très, très propice au sport auto. En plus, là, c'est un nouveau meeting. Mais là où c'était très fort, c'est qu'il y avait une vraie communion, c'est-à-dire qu'entre les acteurs et les spectateurs, c'est-à-dire que là, les pilotes étaient approchés par le public sans aucun problème.
Et ça, c'était plutôt sympa. Et tous les pilotes avec qui moi j'ai pu discuter sont prêts à signer des demain pour revenir l'année prochaine parce que tu es au mois de décembre, c'est le Dubaï, il fait soleil, les gens sont sympas, il y a la sécurité. Les pilotes pouvaient laisser leur casque dans le stand. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui aurait eu l'idée de piquer un casque alors qu'il n'y avait pas de, il y a pas de vigile, il y avait pas de panneaux derrière les stands, il n'y avait rien. Tout était ouvert. Et il n'y a pas eu le moindre problème. Et puis voir la Cougar et voir la Rondo rouler à Dubaï, ça reste un truc assez magique. Et puis les pilotes qui n'ont pas l'habitude de rouler dans ces voitures-là étaient plutôt contents. Il y en a qui ont eu du mal, je crois. Non, je dirais pas qu'il y en a qui ont eu du mal. Le seul truc, c'est qu'on a quand même affaire des voitures d'une ancienne génération et les voitures, ces voitures-là, il faut pas les tutoyer, il faut les vouvoyer, quoi. Les pichonner, tout à fait. Mm. Et il me semble qu'il y aura un after. Ils vont perdurer. Ça passera de 2 à 3 jours l'année prochaine et avec, je pense, l'arrivée aussi de nouvelles catégories avec des voitures un peu plus récentes aussi. Donc, je pense qu'on devrait voir c'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait en exhibition, elle a eu un problème, la Aston Martin DBR9 aux couleurs Gulf. Mais je pense qu'on va voir, je pense qu'on verra d'autres voitures, j'espère, dans un an. Et vu le succès, j'espère que normalement, ça devrait décoller. D'accord. Fred, est-ce que tu as d'autres questions? De toute façon, le classique, ça intéresse de plus en plus de monde. Donc, si quelque part, eux, c'est des voitures qui, dans leur coin, n'ont jamais vu courir. Donc, si ça les intéresse, que ça se reproduit, tant mieux. C'est pas plus mal. Hein. Donc, ça change de certains meetings où il y a personne. Surtout en plus, là, Laurent, tu disais, le public avait accès à tout, à tout, entre guillemets. Ça fait un peu ambiance à l'américaine où on n'est pas tous derrière nos grillages. Ce qui était plutôt bien joué, c'est que le podium était sur une immense scène dans le paddock, que les voitures quittaient les stands dans le paddock pour passer où il y avait le public, entre le public, et que le vainqueur mettait la voiture sur un tapis rouge juste au pied du podium et tout, et donc c'était juste à côté des gens en fait. Et ça, c'était plutôt pas mal parce que, ok, Dubaï, il y a beaucoup d'expatriés, donc il y a beaucoup de gens européens ou américains ou quoi qui connaissent le sport auto, mais il y avait aussi beaucoup de locaux. Et non, franchement, c'était plutôt sympa, c'était super bien organisé par contre. Ça, c'est quand même à souligner parce que c'est pas forcément une période facile pour organiser des meetings. Donc non, c'était bien. C'était bien. Tu y retourneras donc. Tu y retourneras donc. J'y suis toujours donc. Okay. Oui, j'y retournerai. Normalement dès le mois prochain d'ailleurs. Mais bon. Ok, écoute, merci Fred pour ton intervention. Laurent, on a une question d'Enzo Jacquet. Un pilote que j'attends énormément, c'est Olivier Plat. Il n'est plus chez Meyer-Shank. Vous pensez à un programme complet avec Glickenhaus en WEC ou autre chose? Est-ce que tu as des infos sur l'avenir d'Olivier? Tout ce que j'espère, c'est qu'on le verra à haut niveau et qu'on le verra sur un programme digne de son talent. J'espère qu'il sera avec Glickenhaus au moins l'année prochaine et j'espère qu'Olivier va arriver à trouver autre chose en complément. On le verra à Daytona ou pas? Il y a des chances? Je sais pas. Tu sais pas? J'espère parce que je pense que l'histoire Meyer-Shank est un peu un goût d'inachevé et je pense qu'Olivier était un peu la victime collatérale du truc. Parce qu'on peut pas dire que chez Meyer-Shank ils aient fait tous les choix stratégiques qu'il fallait durant toute la saison IMSA et voilà quoi. Et donc il a fallu faire sauter un fusible. Il y a eu en plus une petite sortie à Long Beach et bon. Donc j'espère qu'il va retrouver quelque chose à la hauteur de son talent. On a une question aussi d'Alan. Tiens, vas-y Alan, pose-la si tu nous as toutes. Vas-y, il est à toi Laurent, vas-y. Ah, il est parti. Non? Ouais, du coup, par rapport à Gabriel Aubry, est-ce qu'il y aurait des infos? Je pense. D'ailleurs, tiens, c'est bien d'en parler parce que ça fait partie des gens qu'il faut que j'appelle pour en savoir un peu plus.
Euh, je- vu comment il apprécie le championnat américain, je pense qu'il bosse sur un programme américain aussi. Après, bon, on sait qu'il est aussi proche d'Alpine, mais maintenant, je pense pas qu'Alpine change de pilote pour la saison 2022. Et Gabi était plutôt pilote réserviste, mais ouais, je pense que lui fait le forcing pour venir. Parce que tous les pilotes européens qui peuvent rouler aux États-Unis, c'est plutôt pas mal. Allez, une dernière question pour la partie wake. Fred, est-ce qu'il nous entend, Fred? Oui. T'as une question à Laurent, j'ai vu. Tu veux lui demander quelque Ouais. chose? Oui, alors, c'est un pilote que j'aimais bien et dont on n'entend plus beaucoup parler. Alexandre Préma, il vient quoi? Écoute, il est overbooké de boulot. Il fait beaucoup de coaching aux États-Unis. Il a monté un team de course aussi qui fait rouler des voitures en TCR, basé à Las Vegas. Il y a quelques temps, il faisait rouler une Mercedes, notamment dans le championnat IMSA. Et il fait beaucoup de coaching pour des gentlemen. Donc, le temps lui dure pas, Alex. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Là aussi, perso, ça fait partie des pilotes que moi j'aimerais bien revoir sur un programme à haut niveau. Mais je pense qu'il a suffisamment de taf aux États-Unis et tout en ce moment. Il fait un peu de vélo aussi aux États-Unis. Je l'ai encore eu il n'y a pas très très longtemps là. Mais non, non. Mais je suis d'accord. Ça fait partie des gens qu'on aimerait bien revoir aussi. Ok. Bah écoute, Laurent, merci pour tes analyses sur la partie wake et IMSA. Et puis Jeff, ben, je te passe le relais pour la partie GT et Ouais. Zero. Ouais, Merci. je te remercie, Alban. Bah pareil, n'hésitez pas à poser vos questions et Willy va me les passer pour ce qui est de l'Intercontinental surtout, GT Challenge, pardon. Et Il puis, y a rien à dire. Ça a été annulé, pas reporté. non, il n'y a pas rien à dire, Laurent, s'il te plaît. Non, je voulais revenir sur le. On va reparler évidemment du report de Calami, parce que ça, mine de rien, ça a une importance sur les équipes et peut-être sur le championnat. Hum, Je voulais hum. revenir un petit peu rapidement, 5 minutes, sur les 8 heures d'Indianapolis, avec une course un petit peu étrange, bizarre. On a même entendu parler de fiasco, comme tu le disais aussi. Enfin, c'est pas toi qui le disais, tu l'écrivais, tu faisais ce reportage sur cette course qui a eu lieu maintenant il y a quelques semaines, au mois d'octobre. Une course un petit peu bizarre, un petit peu comme je vais faire sourire Willy, comme en F1 ce week-end, bon un peu moins, hein, l'endurance se tient mieux que la F1 quand même, on a un peu de chance avec ça, même si le WEC a eu son lot à Bahreïn il n'y a pas longtemps. Une course un petit peu bizarre quand même, avec pas mal voilà, de full coursiello, qui était très très long. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Est-ce que c'était une volonté de la direction? Euh, C'était Ben, vraiment par le problème, sécurité? Parce que le, les pilotes le- étaient quand même très déçus. les Ouais, pilotes étaient très déçus, mais le truc, ce plutôt qu'il faut déçus. savoir, c'est que c'est un championnat intercontinental GT Challenge qui est géré par SRO, mais qui fait partie aussi du GT World Challenge America, qui est géré par les Américains. Et donc, les Européens viennent rouler dans un championnat, enfin, sur une course américaine, et c'est ce qui, je pense, pose un peu quelques problèmes. Il y a des problèmes de coordination entre les deux. Et c'est sûr que c'est certainement pas une course qui restera dans les annales quand tu vas discuter avec les pilotes. Ouais. Notamment Dries Van Thor, qui a été sanctionné. Et il a même dit, encore une fois, comme à Spa, on nous a volé. C'est un peu fort quand même comme réaction de sa part. Parce que Ouais, lui, il voulait un peu se rattraper par rapport à Spa aussi. tu prends Jun Cadella, il a été aussi très très cash Ouais, en se demandant carrément ce qu'il foutait là. c'est ça. Et ouais, je pense qu'il y a eu. Le problème, c'est ça, c'est que Spa il a sa propre direction de course avec le championnat SRO. Bathurst, c'est complètement différent parce que les règles ne sont pas les mêmes. Suzuka, c'est les Japonais. Là, c'est les Américains. Et c'est un peu compliqué d'arriver à trouver sa place là-dedans. Bon, maintenant, c'est l'équipe française qui a gagné. Donc, on va pas se plaindre. Hein, Saint-Éloque, ouais, Racing. mais c'est un peu. Ouais, c'est pas une course qui a vraiment plu aux pilotes. Ouais. Et Au début, après, c'était. Ouais, vas-y. non, Vas-y, pardon. et après, est-ce qu'il faut aller rouler à Indianapolis? Ça, après, c'est un autre débat. Tu préférais rouler où, toi?
Bah, moi, je préférais Road America ou même Laguna Seca, hein, comme c'était le cas avant, hein. Un petit Sebring aussi, ça peut être Petit sympa. Sebring, ça peut être bien. Ouais, un petit Sebring. Petit Sebring. Ah, vivement qu'on retourne aussi en Asie. Aussi. Pourquoi? Pour l'Intercontinental, tu veux dire? Ouais, bien sûr. Bah, pour batteur, c'était Suzuka, ouais. Ouais, Ouais. je suis d'accord. Maintenant, je reste quand même assez prudent par rapport à la situation. Oui, oui, complètement. Sans doute. Voilà, sans doute. Il y a eu aussi des, je dirais, la bataille qu'on a eue à Spa entre Ferrari et Audi, à la fin, bien sûr. Et puis notre fameux Pierre Guilly à Bahreïn en wake. Les Ferrari n'étaient pas aussi enfin, c'est un petit peu le flop Ferrari aussi. Bon, le jeune Foucault, évidemment, fait son erreur en voulant doubler une GT4. Je ne sais pas si tu as eu des retours là-dessus sur je dirais cette erreur. Alors, après, tout le monde en fait, hein, c'est pas une critique évidemment. Il prend le côté le plus serré le long du mur pour doubler cette GT4, alors qu'il avait tout le loisir de passer à droite à la corde. C'est relativement étrange. Il s'expliquait là-dessus, parce que moi devant ma télé, je Bah, me suis dit, bah, ouais, ou alors c'est il ça va fait, vite. il fait une... bah, ça va vite, il fait une connerie et il pensait que le pilote de la GT allait s'écarter un peu plus pour le laisser passer. Le pilote de la GT4 s'est pas écarté et c'est sûr que pour dépasser une GT4, je pense qu'il aurait mieux valu jouer un petit peu la prudence, tu vois, attendre un peu plus longtemps et passer un peu plus safe. Maintenant, Oui, oui, ça arrive. Foucault n'est pas un pilote, enfin c'est un pilote quand même qui est suffisamment talentueux et Bien sûr. qui n'a pas encore forcément l'expérience de l'endurance, même si ça fait pas 10 ans qu'il roule en endurance, mais ouais, là c'est une connerie. Bon, ça arrive. Alors, moi, la performance qui m'a je dirais le top du top, on va dire ça comme ça, à part les vainqueurs, c'est encore Saint-Éloque, donc la 26, avec Nicolas Berth, Lucas Légeret et Aurélien Panis. Euh, Ils finissent P4 au général. Ils gagnent en silver. Ils font une course incroyable. Je rappelle à ceux qui nous suivent ou qui suivent pas trop forcément Après, ils ont été l'Intercontinental. pénalisés, hein. Oui, oui, mais justement, j'allais y venir. Voilà, j'allais y venir. Donc, ils gagnent en silver et après, ils sont pénalisés. Tu as raison, tout à fait. Donc, ils finissent deuxième en silver. Après, c'est le Compass qui gagne, Racing. Donc, une équipe qui est engagée en GT World Challenge America. Acura qui fait P3 aussi avec le Racers Edge Motorsports, mais ils font une course incroyable. Enfin, zéro erreur pour trois jeunes qui commencent déjà à être confirmés, parce que Aurélien Panis, on le voit dans ses œuvres. Et je trouve que c'était vraiment une réelle grande performance. Ouais. Bah, c'est une grande performance et c'est une grande performance de Saint-Éloque aussi, hein, parce que Saint-Éloque n'est pas forcément habitué à rouler en pro en dehors des 24 heures de Spa. Et c'est eux qui gagnent la course. Et après, l'équipage Silver, je pense que Nicolas Barthes, qui est un jeune pilote, et Lucas Légeret, qui n'a pas roulé depuis un petit moment et tout, qui ont fait du bon taf. Et comme tu dis, Aurélien a fait le job et ça a failli gagner aussi en Silver et ça aurait fait le jackpot complet pour Saint-Éloque. Ouais. Ils prennent une pénalité parce qu'ils rentrent dans les stands alors que la pit lane était fermée, hein. Ouais, c'était Ouais, ça. ça fait partie des règles aussi américaines. Ouais. Alors, je vais te poser une question qui peut-être va te paraître un peu surprenante. Pour le coup, là, c'est la mienne. La course, je l'ai regardée quasiment en entier. On n'a pas forcément l'habitude de voir des GT4 sur des courses longues, sauf certaines qu'on voit en début d'année, qu'on verra en début d'année prochaine. Euh, je suis un peu sceptique, là je donne mon avis, hein, je suis un peu sceptique sur l'intérêt de faire rouler ces GT4 au milieu des GT3. On voit, alors tant mieux pour eux, bien sûr, moi j'ai rien contre, hein, si ça continue comme ça, c'est très bien pour eux, mais on voit quand même parfois que c'est un petit peu gênant. Alors tu vas me dire, c'est un peu comme au Mans avec les, les protos qui se faufilent entre les GT. Bah, s'il y avait assez de GT3 qui seraient engagés sur la course, on ne se poserait pas la question parce qu'il n'y aurait pas de GT4. Hmm. En fait, tu prends du GT4 parce que ça fait aussi du nombre, parce qu'il n'y a pas beaucoup de GT3. Tu prends un Spa, il n'y a pas de GT4. Ouais, non. Tu vois, parce que tu as suffisamment de voitures pour Oui, faire oui, une grille. Là, Kialami, c'était pareil. Et Kialami, c'est un peu plus compliqué pour avoir que des GT3. Donc, tu es obligé de ramener des voitures un peu, ce qu'on appelle des voitures nationales, un peu, hein, ou comme à Bathurst, où tu as les Marcars, là, des voitures australiennes qui roulent aussi pour
ça fait aussi un peu de voiture. Donc, si tu as 50 GT3 Indianapolis, bah, tu vas te passer des GT4. Exactement. Alors la saison, Laurent, elle est arrivée aux trois quarts puisque donc on a eu quelques courses déjà avec Spa notamment, Indianapolis et puis donc les Calami, les 9 heures de Calami qui ont été reportées à cause du variant du Covid. Donc la finale 2021 aura lieu du 3 au 5 février à Calami et 3 semaines plus tard, on aura les 12 heures de Bathurst en Australie. C'est un avantage, ça, pour les équipes en termes de. La question que je voulais te poser, c'était plutôt ça, avoir ton éclaircissement sur le fait que finalement, c'est peut-être pas plus mal pour les équipes. Avoir 2 courses en 3 semaines, ça permet de se remettre en jambes, même s'il y aura. 2 courses en 3 semaines, courses ouais. Tu as 2 courses d'endurance en 3 semaines et puis tu vas avoir les essais GT World Challenge Europe qui vont vite arriver au Paul Ricard. Hein. Ouais. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout ça, tu peux mettre avec un point d'interrogation parce qu'on ne sait pas ce que va faire l'Australie par rapport à ses frontières. Est-ce qu'ils vont rouvrir le pays qui a l'ami, on a un variant qui vient d'Afrique du Sud pour l'instant, donc on ne sait pas ce que ça va donner non plus. Et puis il y a un autre gros problème, c'est le problème de fret, avec des voitures qui partent par container, par la mer, et le fret maritime est devenu à un prix exorbitant, parce que les prix ont triplé ou quadruplé par rapport à ce que c'était avant, et que les équipes sont jamais sûres de récupérer leurs voitures en temps et en heure. Et ça, c'est un vrai débat et un vrai problème. C'est moins cher que le fret aérien, c'est sûr, mais le problème, c'est que le fret aérien, la différence, c'est que le fret aérien, tu le mets dans l'avion, et tu pars d'un point A, tu vas au point B, que le fret maritime, tu n'es pas tout seul, c'est plus compliqué pour dédouaner, ça met plus de temps. Et souviens-toi, les 24 heures de Sebring pour le championnat Créventique, les essais ont commencé en retard parce que les containers sont arrivés trop tard. Ouais. Et AK Indianapolis a eu sa Et voiture AK après les Indianapolis, essais libres. et tu vois, le problème, c'est pareil. La voiture je prends le cas de AK, parce que j'en ai discuté il n'y a pas très très longtemps avec Jérôme Polican. C'est que la voiture d'Indianapolis, elle était après envoyée à Calami, sauf que la voiture, elle est restée à Calami, elle ne roule pas à Calami, que AK devait faire l'Asian Le Mans, et que maintenant, il y a un châssis en moins, donc on ne peut pas faire l'Asian Le Mans, mais qui fait quand même les 12 heures d'Abu Dhabi au mois de janvier, mais qu'il faut rapatrier cette voiture en Europe pour qu'après elle fasse des. Enfin, c'est super compliqué en fait à gérer. Et Laurent, Super justement, compliqué. par rapport à ce que tu dis, justement, est-ce qu'il a été question peut-être d'annuler sur un an ou deux l'intercontinental, justement? Je me suis dit ça à un moment donné. Est-ce que le SRO va pas forcément abandonner parce qu'avoir 3 courses et toutes les péripéties ce que ça impose comme contrainte au team, est-ce que c'est judicieux? Alors je sais qu'il y a des affaires de finances, mais Ouais, et puis le problème, tu sais comme moi que le problème, c'est que si à un moment tu annules quelque chose, c'est très compliqué après de le remettre en place. Soit tu suspends une course comme tu fais là avec Calami ou tu la reportes. Bon, tu la reportes, tu sais que tu as une date, tu as une échéance. Si tu arrêtes un championnat et qu'il faut que tu recommences depuis le début, que tu repartes de zéro, c'est un peu, ça me semble un peu compliqué. Mais moi, après, je sais pas, c'est pas moi qui décide, hein, mais moi perso, depuis le début, j'aurais pas fait Calami. Moi, je serais venu ici à Dubaï. C'est ce qui était plus ou moins prévu à la base. Ah ouais. Et c'est beaucoup plus facile. Enfin, c'est beaucoup plus facile. Alors après, évidemment, personne ne savait qu'il allait y avoir ce variant sud-africain, et puis il y avait des contrats qui étaient passés avec Calami. Mais d'un point de vue pratique, ici, là, c'est plus facile. C'est à 7 heures de l'Europe. C'est au mois de décembre, il fait beau. Tu as un beau circuit, bizarrement, Dubaï. Tu pourrais penser comme ça que sur le papier, que c'est pas terrible, alors qu'en fait, tu en discutais avec les pilotes et tous les pilotes te disent que Dubaï, le circuit, il est top. Alors, les alentours, les infrastructures autour sont bons. C'est un peu old school parce que ça n'a jamais été fini depuis depuis les années 2000, un peu après les années 2000. Du jour où Abu Dhabi a récupéré la F1, ils ont arrêté de faire des travaux. Donc, en fait, ils ont commencé à construire des tours autour du circuit et elles sont pleines de poussière. Elles n'ont pas bougé depuis 15 ans. Quoi. Donc ça c'est un peu, mais ouais, moi je serais venu ici, et tu vois l'Asian Le Mans qui vient ici, et ils ont presque 40 voitures. Bien sûr. Ouais. Ok. On a un champion constructeur en GT World Challenge, donc qui combine donc un classement Europe,
Amérique, pour ceux qui ne savent pas, et Australie, bien sûr. L'Australie vient de terminer son championnat il n'y a pas longtemps, donc la semaine dernière. Voilà, très précisément. Euh, c'est Mercedes qui est champion devant Lamborghini et Audi. Est-ce que tu trouves un intérêt de faire ce type de championnat et qu'est-ce que ça apporte vraiment aux constructeurs de gagner ce titre-là? Je sais pas la réponse. J'étais sûr. Tu sais, j'ai Non, mais hésité à là, la mettre. Non, mais c'est moi qui là, voulais t'en non, parler, mais franchement. Ouais, là où c'est très compliqué, c'est le barème de points où personne ne comprend rien. C'est des c'est points, ça. tu finis avec 6000 points ou 7000 points. C'est ça. Putain, c'est comme le barème de points de l'IMSA, on les connaît. Enfin, on fait maths sup et maths p pour comprendre. Comment est-ce que Mince. tu veux faire comprendre ça aux gens? Enfin, franchement, ça, Ouais. c'est une C'est pour... débilité. Cette ouais. histoire de barème de points de l'IMSA, je trouve ça d'un ridicule au possible. Je trouve que ça C'est varie en fonction de la longueur incompréhensible. de la course en plus. Non, Ça mais c'est varie en fonction de la longueur de incompréhensible. la course. Enfin bon, c'est. Non, et puis tu fais une qualif avec un pilote, puis tu mets des points, puis après c'est l'autre pilote qui prend parce que c'est le gentleman, puis t'as pas le droit de changer de pilote, sinon tu perds ta place sur la grille. Enfin, le truc, c'est une usine à gaz. Putain, on peut pas faire simple. Tu fais 25 points au gagnant, et puis tu fais un point pour la pole, et puis basta. Voilà. Et là, tu finis avec des 7000 points, et puis des trucs à ne plus coucher dehors. Et le GT World Challenge, le championnat global, c'est un peu la même chose. Je sais pas combien de gens qui n'ont jamais compris comment ça marchait. Parce que ça dépend du nombre de voitures qui est engagé dans la catégorie par course avec un coefficient. Un truc. Au début, ça pique un peu. Ah. On aura peut-être des points e-sport aussi pour le championnat constructeur l'année prochaine, je sais pas. Non, c'est une blague, ça n'arrivera pas, je pense pas. On sait pas. Hein. Tu as déjà des Bon, points au ça, championnat ça se réel. trouve. Donc, Ouais, tout à fait. non, je sais pas. Mm. Alors ensuite, on en vient à l'Europe, au GT World Challenge Endurance Europe pour le coup. Donc tu l'as dit tout à l'heure, donc les essais ont lieu au Paul Ricard. Donc j'espère qu'on pourra y aller du 7 au 8 mars. On passera par-dessus on passera par Chorica, on passera par-dessus le Barbelé, en passant par Marina Raceway, France, et puis hop, on y est. On espère qu'on pourra passer par derrière. Mais en tout cas, il y a 2 ans, j'y suis allé, c'était bien sympa. Blague à part, le calendrier a changé. C'est-à-dire que la première course, d'habitude, traditionnellement, commençait à Monza. Elle aura lieu à Imola, du coup. Mm. Alors, on avait lu un petit peu dans la presse que c'était pour des raisons financières au départ. Est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que... Oui, je voilà. confirme. Ouais. Je te confirme que c'est le cas. C'est pas le seul championnat à ne pas aller à Monza parce que le DTM ne retourne pas à Monza non plus. Et le circuit de Monza a augmenté ses prix, et sauf ceux qui avaient déjà des contrats qui étaient signés, donc ils vont continuer à aller à Monza, notamment le WEC. Parce que si tu prends le LMS va à Imola aussi, il ne va plus à Monza. Ils ont joué un peu les gourmands, et il y a pas mal de championnats qui leur ont dit bah ok, on va aller ailleurs. Ok. Mais Imola, Voilà. c'est pas si mal aussi, hein. C'est une belle destination, ceci dit. C'est une belle Peut-être un petit destination. peu difficile de doubler. Peut-être un C'est petit ce que peu j'allais difficile dire. pour doubler. N'est-ce pas, Alban? Ah, les C'est protos, oui, pas, ils vont avoir du mal. Hein. c'est pas un circuit, c'est pas un circuit facile, ouais, pour le dépassement, surtout avec les protos. Mais bon, on a déjà vu le LMS dans le passé à Imola. Ouais. Ah, Oui, c'est sûr qu'il y a moins d'aspiration et les lignes droites, tu les comptes sur les 2 doigts de la main. Hein. Mais bon, c'est un peu dommage de se passer d'un circuit mythique comme Monza. Mais bon, comme dit à l'autre, si on voulu jouer au con, bah tant pis pour eux. C'est un peu comme le Nürburgring, quoi, avec le GT World Challenge. Vous avez voulu jouer au con, bah on va aller ailleurs. Bah oui. Voilà. Bah non, Purée. mais à un moment, Ouais, t'as raison. Non, mais t'as si tu raison. veux, si tu prends la moitié du bras puis qu'au final on pique le bras, bah tu dis bah vous savez pas, allez vous faire foutre et on se casse. Ils se sont cassés. Voilà. Ah ouais. Bon, ça reviendra peut-être à terme, hein. Ça va, ça vient, comme on dit. Oui, Après, oui, on oui. sait pas, ils ont signé pour combien de temps à Imola? On le sait, tu le Tu sais, toi, vois? Laurent? Non, 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 j'ai pas demandé, je sais pas. Je sais pas. Tiens, regarde, Laurent, il y a Vas-y. Enzo Blin qui dit tiens, Laurent, tu pourrais faire un article pour expliquer les barèmes. C'est pareil, 2 points. Ouais, sur Oui. c'est bien S0 et IMSA. Ah, Enzo, t'es gonflé là. Non, mais ça, je veux dire, à un moment où déjà les gens ont du mal à comprendre les différentes catégories, les différents championnats, comment ça se passe et tout. Et là, tu rajoutes encore un peu de trucs qui compliquent qui compliquent un petit peu les choses. Donc ça, Déjà, j'avoue que je suis pas fan de ce genre de truc. ouais.
déjà, quand on va sur le site du GT World Challenge Europe, par exemple, et vous allez, je vous invite à y aller, hein, ceux qui ne l'ont jamais fait, vous allez dans l'onglet classement, voilà, ou résultat, je ne sais plus comment il s'appelle, enfin, importe, je le fais machinalement maintenant. Vous avez une tartine comme ça, donc overall, AM, Cup, tout ce qu'on veut, Silver évidemment, et j'en passe, Sprint et Endurance, et il y a aussi le classement combiné. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué, et au début, ça pique un peu. On a vite fait de se planter, en fait. C'est vrai. Et il y a le e-sport qui se met au milieu. Après, quand on a l'habitude, ça va tout seul, hein, parce que c'est pas si compliqué que ça. Mais... Ça encore, si tu dis tu as un championnat sprint, tu as un championnat endurance et un championnat global, et évidemment c'est classé par catégorie, ça me choque pas vraiment. C'est pas. Mais c'est plus facile, à mon avis, que d'aller expliquer comment fonctionne le championnat IMSA. À quelqu'un qui connaît pas, évidemment. Quelqu'un qui connaît, après, bon, tu t'habitues, mais quelqu'un qui connaît pas simple. Ok. Je voulais parler avec toi aussi de Ben Barnicot, que je suis très près depuis un petit moment. On en a parlé aussi dans les différents Endurance Talk et live précédents avec toi, notamment sa performance à Spa, où ils ont fait 8e, si je ne me trompe pas, sur la Jota. Il est parti aux US, donc chez le Vasseur Sullivan, sur Lexus. T'en parlais tout à l'heure en début de live. Est-ce qu'on peut être amené, peut-être comme un Vincent Abril, hein, qui a dit tout à l'heure qu'il quittait Mercedes. Alors ça, je pense pas que ce soit une blague. Qui disent qu'il arrête. Non. Ça c'est voilà. Non mais ça c'est pas une blague. Qui disent qu'il arrête, qu'il a d'autres projets. Ça, je pense qu'il va continuer de piloter. Ça c'est moi qui le dis. Mais Ouais, c'est sûr. et tu le dis aussi, voilà. Ouais, mais sauf qu'il dit qu'il a d'autres projets et qu'il va. Il est tendancieux sur certains postes, mais il le fait sûrement exprès et tant mieux. Non, c'est pas qu'il est tendancieux, mais j'en ai parlé avec lui tout à l'heure. Donc, c'est que Vincent, il est à le sport auto et je pense qu'il a prévu aussi de faire autre chose que du sport auto à côté parce que le sport auto est quand même quelque chose de très incertain. Ouais. Et que je pense que Vincent, il est comme d'autres pilotes, il va assurer son avenir et qu'il ne va pas forcément mettre toutes ses cartouches en sport auto. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on le verra rouler l'année prochaine. Mais je pense qu'il va essayer de faire un peu autre chose à côté. Ok. Comme Tim Et il Buret. n'y a pas. Ouais. Comment Tim Buret, où tu as Ouais. fait un très bel interview. Très très Ouais, bien. interview où il dit un peu tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et je le félicite d'ailleurs d'avoir bien voulu parler, on va dire, à cœur ouvert. Excuse-moi, Jeff. Non, t'excuses pas. T'excuses pas. Ouais. Ok. Et justement, est-ce qu'il y en a d'autres qui seraient tentés comme ça par l'aventure américaine, que ce soit alors certes en LMDH plus tard, mais avec le nouveau championnat GTD Pro et Tous, GTD tout court. Tu tous, dis, voilà, c'est ça que tu disais tout à l'heure. Excuse-moi, ça me revenait pas. C'est tous. tous. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est, je dis une bêtise, hein, c'est moins cher là-bas, il y a plus de spectacles aux US, les US font rêver, les équipes sont mieux structurées, c'est quoi? Je dis une bêtise, hein, je dis n'importe quoi. Ouais, c'est les courses en elles, puis c'est les courses en elles-mêmes, c'est le show, puis c'est l'aventure américaine. Je veux dire, quand tu es européen et que tu roules là-bas, t'as pas envie d'aller rouler en Europe, quoi. Enfin, t'as pas envie d'aller rouler en Europe, c'est pas ça, mais c'est que c'est différent. Et aux US, tu as accès plus vite à la filière professionnelle, tu es plus pro rapidement qu'en Europe. Alors, oui, mais maintenant, c'est pas forcément. Alors, évidemment, il y a des contre-exemples, hein, mais c'est pas forcément quelque chose de facile pour un pilote européen d'aller là-bas. Parce que les Américains restent quand même malgré tout très protectionnistes et qui font beaucoup rouler des pilotes américains et que c'est toujours les mêmes pilotes américains que tu retrouves d'une année sur l'autre. Mais maintenant, tu peux en parler avec un Olivier Plat, tu peux en parler avec plein de pilotes, ils vont tous te dire que les États-Unis, c'est top. C'est top, c'est différent. Et oui. Ok. Ouais. The show must go on, comme ils disent. C'est vrai que c'est tentant. C'est vrai que c'est tentant. En plus, il choisit une belle voiture, la Lexus, c'est plutôt sympa. Il passe d'une belle McLaren 720 S à une belle Lexus. C'est que l'une comme l'autre, c'est pas forcément les deux voitures les plus prisées en Europe, mais parce que Exact. personne ne fait plus confiance à la Lexus en Europe après l'aventure Tech1, et que la McLaren, il y en a pas 250 non plus qui roulent en Europe. Ouais. Mais justement, il y a le JP Motorsport qui revient en GT World Challenge sur un programme complet, sprint et endurance, avec deux McLaren, donc on en verra deux de plus.
C'est une bonne chose parce que c'est quand même une voiture qui marche plutôt bien. On s'était un petit peu écharpé gentiment là-dessus il y a longtemps déjà, quand on a débriefé Spa. Et je te disais pourquoi des équipes ne font pas plus confiance à McLaren. Alors tu l'avais expliqué très bien évidemment, mais je trouve que c'est quand même une voiture qui progresse très bien. Alors, c'est une voiture qui progresse très bien, et maintenant, il faut aussi savoir que c'est pas la voiture la plus courante. Tu as moins de McLaren que tu as d'Audi ou de Mercedes, et Clairement. qu'évidemment, pour faire une balance de performance, c'est mieux d'avoir une seule voiture que d'en avoir 10. Si tu avais 10 McLaren, peut-être que la McLaren ne se comporterait pas de la même façon, ou elle serait pas bopée de la même façon. Tu vois, c'est ça le truc. Mais maintenant, la McLaren, là où je suis d'accord, c'est qu'elle a montré de très belles choses, de très belles choses avec Jota cette année. Ouais. Jota, ouais. Même Inception, hein, il y a des courses qui sont correctes, hein, même s'ils ne sont pas en pro. Il gagne en GT4 Ouais. aussi, avec Ouais, United. ouais, exact. Bon, c'est pas la même D'ailleurs, on n'a pas. T'as catégorie, mais raison, Alban. Non, t'as raison, Alban, ils sont eh oui, il champions gagne en GT4 GT4. Europe. Voilà. Et on n'a pas Alors l'annonce là, encore. Ouais, par contre, je pense qu'il gagne en GT4 avec une BOP quand même. Et puis surtout, misère de CMR à la dernière, à l'avant-dernière course et les dernières courses. ouais, oui, Mm. oui. Mm. Ouais. Il y a une Non, autre non, équipe c'est qui clair, arrive c'est clair. en. Il y a une autre équipe qui arrive en GT World Challenge, c'est ISR Team Italia, que je Mm. connaissais pas spécialement, même si je crois qu'ils avaient déjà participé à des manches dans le passé. Ah oui, oui, ils ont fait C'est, plusieurs saisons. ouais, 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 avec deux Audi. Ça sera quoi? Ça sera Pro et Silver ou deux Pro? Ce sera au moins une pro. Ouais, Ce sera au moins une pro. Donc peut-être même deux pros, voire une pro, une silver, voire une pro, une gold, mais il y aura au moins une pro. Ouais. d'accord. Ok. Ça marche. Alors, deux petits sujets pour finir, hein, parce que le temps passe très très vite. J'ai vu que les track limits seront. Le système 3D, pardon, timekeeping sera remis en route pour toute la saison l'année prochaine, en GT World Challenge du moins. Donc, ça, je pense que c'est une bonne chose, parce qu'il n'y a pas des graphiers partout. Ça, je pense que c'est une bonne chose. Par contre, là où mon ami Willy sera content, c'est que c'est pour les pneus Pirelli. Donc on sait qu'en F1, ça fait pas mal de tapage parfois, les pneus Pirelli. Ils seront tout nouveaux l'année prochaine, avec une structure unique en GT2, Mm. GT3 et GT4. Il y a pas- ce sont pourquoi ces pneus seront nouveaux? C'est une volonté des teams, c'est une discussion qui s'est faite avec les teams, ou c'est une volonté du manufacturier tout simplement et de l'organisateur? Parce qu'il y a quand même des équipes qui ont souffert cette année avec, je trouve. Notamment Porsche. Il y a des équipes qui ont souffert et de toute façon, il Pas de ce que j'ai vu. faut forcément aussi renouveler un petit peu le parc pneumatique. Il faut forcément sortir des nouveaux pneus qui évoluent parce que les voitures évoluent aussi en partie. Et puis oui, il y a des voitures. Enfin, je sais que pour avoir discuté avec pas mal de pilotes, il y a des pilotes qui se plaignaient il y avait quand même quelques soucis sur des trains de pneus, notamment les trains de pneus neufs, où il y avait un train qui pouvait être très bien et après passer un autre train. Et le deuxième train était moins bon que le premier, enfin avec des pneus qui se comportaient différemment. Et on reste avec des pneus qui sont compétition client, hein. Donc bon, il faut essayer d'arriver à contenter les différentes marques avec les mêmes gommes, ce qui n'est pas Ouais, forcément quelque chose de simple. c'est pas simple. Ouais. Ouais. Mais on a vu des équipes où on sentait, même parfois, ils en ont un petit peu parlé voilà, que ce soit sur Twitter ou sur leurs réseaux sociaux, que c'était un petit peu compliqué. Et on avait parlé tous les deux, je crois, au débrief de Spa, aux 24 heures de Spa, et on avait l'impression que Porsche a du mal à les faire monter en température. Alors j'ai creusé un petit peu avec les contacts qu'on a pour savoir un petit peu si c'était le cas, et on ne nous le dit pas en fait. C'est voilà, peut-être Le, parce qu'on le est, on problème, s'appelle pas Laurent le, Mercier, mais non, mais le problème, c'est que tu as une non, c'est pas fenêtre, vrai. t'as une fenêtre d'utilisation au niveau des pneumatiques qui est pas simple, et qui est très réduite, très étroite. Ouais. Et si tu sors de cette fenêtre-là, le pneu fonctionne pas comme il faut. Et tu es en dehors du coup. Et le problème, c'est que la catégorie GT3 est tellement compétitive que si tu sors de la fenêtre, même si tu es à 4 dixièmes, bah, tu es mort. Tu es à 4 dixièmes, et à 4 dixièmes en GT3, c'est un boulevard. Bon, maintenant, on fait des nouveaux pneus, ok. J'espère juste que ces nouveaux pneus seront capables de tenir sans aucun problème au moins une heure, parce que je veux bien qu'on vienne me parler d'écologie. Mais si on n'est pas capable de faire des pneus qui durent de relais,
sans que ça dégrade. Ah, mais il y a eu pas mal de crevaisons cette année en plus. Opt. Et tête d'affiche, ils ont crevé pratiquement une fois à chaque meeting. Hein. En début de saison, ouais, pas mal Ouais, d'ennuis au Paul début de Ricard saison. notamment, entre autres. Ouais, c'est vrai. Tout à fait. Exact. Alors je vais conclure sur la partie SRO, Laurent, avec un très bel article que tu avais fait sur Arthur Rougier qui a participé au. Je me demande même s'il n'est pas champion. Je l'ai plus en tête, excuse-moi. Ouais, il est champion. Fanatec eSports GT Pro Series. Donc cette année, c'était C'est pas moi l'article, c'est Thomas Bastin. Thomas Bastin. Exact. Exact. Faut rendre à Nul, Thomas César ce qui appartient à César. Exactement. On va le surnommer César, tiens. Voilà, donc il y avait des points attribués 3, 2, 1 aux 3 premiers. Donc c'était pour les pros et pour les équipages Silver. Les pros AM et AM ne participaient pas. Parce qu'il n'y a pas de AM cette année. L'année prochaine, ça sera 5, 4, 3, 2 et 1 point. Donc on va étendre un petit peu l'attribution des points aux teams, pas aux pilotes, pour le championnat global. C'est Arthur Rouget, justement, dans l'excellent article de Thomas Bastin, qui disait que ça l'avait aidé à se faire connaître, à se montrer. Ça, je trouvais ça intéressant, justement, parce que voilà, on se disait peut-être que le e-sport, qu'est-ce que ça vient faire là? Le mélange du réel et du virtuel. Et finalement, en lisant l'article, je me dis, tiens, ça l'a aidé et il est plutôt fan de ça, Arthur. Ouais, c'est un pilote qui roule beaucoup sur simulateur et qui a forcément, ça a forcément aidé à le faire connaître. Et il a quand même récupéré des points pour son team en GT World Challenge au classement général réel. Donc, ouais. Bon, après, tous les pilotes ont pas la même sensibilité qu'Arthur pour le simulateur, Ouais, tout à fait. mais ça fait partie ça fait partie des pilotes qui trouvent leur compte à faire des compétitions de e-sport, tout simplement. Après, c'est toujours le débat, est-ce que c'est une bonne idée, pas une bonne idée? Bah, ça va rentrer dans les mœurs et puis on n'en parlera plus. Hein. Exactement, ouais, tout à fait. C'est aussi simple que ça, je me permets de le dire, mais même moi qui est pas spécial. Si je sais que Willy et Alban, ici présents, s'exercent à ce genre d'activité, et tant mieux, parce que je trouve ça très sympa. J'ai même essayé chez toi, Alban, et je te garantis que c'est pas simple, n'est-ce pas, Laurent? Enfin, tu as essayé évidemment avec Laurent, je crois, enfin, avec Thomas, pardon. C'est pas évident. Se mettre au simulateur, c'est vraiment quelque chose de particulier. Les sensations sont spéciales. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah ouais, c'est très très spécial. Ouais. Et vous êtes sur du Voilà. Fanatec. Vous êtes sur du matos qui est pas mal. Ouais. Je me suis fait doser à Monza sur la Bentley, moi, donc j'ai abandonné. Ça marche. Allez, Laurent, je conclus ma partie, je dirais, sur les 30 ans du SRO à Spa cette année, donc l'année prochaine, en 2022. Ça m'était totalement sorti de la tête. Exactement, c'est les 30 ans de Thomas Bastin, exactement. Non, il y a 40. Il a eu 40 là. Oui, il dit ça pour rire. Ouais. Non, il a eu 40 ans 50, cette semaine, il a eu 50, mais il n'ose pas le dire, en fait. Non, la vérité, c'est quoi son voyage? Tu peux me le 40. dire. Il a mon âge. Si, il a mon âge. Il a 40, je crois. Il a 40, 41, quelque chose comme ça. Non, mais lui, c'est comme les chiens, il faut multiplier par 7. donc, il est plus vieux. Non, il a 40. Oui, 40 tout rond. Ouais. Il les fait pas. Voilà. Et on verra de vieilles GT en piste, un peu comme ce que tu as vécu ce week-end à Dubaï. Ça va être sympa, ça. Il y a déjà des petites choses, un petit programme déjà qui est établi? Non, pas encore. Je sais pas. Je pense que c'est un peu tôt. J'ai pas d'infos sur le sujet. Ça marche. Ok. Bah merci. Merci Laurent en tout cas pour toute Attends, cette moi partie. j'ai des Ouais, petites bien sûr, questions. non, je conclus pas. Ah, C'est d'accord. toi qui va. Ouais, Ah, c'est vas-y. moi qui conclue, d'accord. Bon. Oui, bien sûr. Bah, attends. Laurent, Non, c'est Laurent qui conclut. Laurent, on t'a fait parler Vas-y, du vas-y. SRO, de l'ACO, du GT World Challenge. Maintenant, on va parler un petit peu d'Endurance Info, ton site. Il paraît que tu te serais associé avec l'ACO pour permettre d'accéder aux réceptifs des 24 heures du Mans. Et ça, c'est une question de MPMP. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Eh ben, ouais, parce que les abonnés d'Endurance Info qui ont un accès, qui sont membres du club ACO, ont un accès au réceptif des 24 heures du Mans.
Bon, alors c'est pas encore défini, mais on sera certainement amené à intervenir, à faire des petites tables rondes et tout, tu vois, pour essayer de discuter un peu comme on le fait ce soir, là, pour discuter d'endurance. Donc ouais, on essaie de mettre quelque chose en place pour essayer de regrouper un petit peu les deux mondes et force est de constater pour l'instant que ça marche plutôt pas mal. On a le même public, hein, les membres ACO sont fans d'endurance en général. Et si on peut arriver à concilier un petit peu les deux pour que les membres, ceux qui font confiance à Endurance Info, parce que nous, c'est aussi ce qui nous aide à survivre, pour 10 euros par an, s'investissent aussi en tant que membre du club ACO, ben, ce sera donnant-donnant pour tout le monde et gagnant-gagnant aussi. Donc on fait des vidéos notamment avec Thomas aussi, hein, on fait des vidéos pour les 24 heures du Mans. Il est possible qu'on en refasse même avant les 24 heures du Mans et ça nous permet de bosser ensemble, ouais, autour du Mans. Très bonne initiative. Exactement. Ensuite, Christophe Potreau. Laurent, est-ce que tu peux nous tirer un premier bilan de la version d'Endurance Info, la 5e? En clair, est-ce que ton site internet actuel te plaît? Est-ce qu'il est assez fonctionnel? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton bilan? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, il est plus fonctionnel déjà, oui. Il tient mieux la charge. Et ce sera jamais de toute façon parfait. Je pense qu'il y a des gens qui ont eu un peu de mal parce que quand tu es habitué à une plateforme à t'en servir, il faut forcément refaire un petit peu, changer un peu ses habitudes. Mais non, le bilan pour l'instant est plutôt bon et je pense qu'on va aussi encore arriver à faire quelques modifs. Ok, parfait. Enfin, le contenu est quand même très très étoffé. Il y a des tutos, on va dire ça comme ça, le nom m'échappe. J'ai pas ton site devant les yeux, où on peut avoir des thématiques, des dossiers sur le GT World Challenge, l'IMSA. Je les ai beaucoup consultés. Je les ai beaucoup consultés parce que, comme tu disais tout à l'heure, on n'y comprend rien dans certains championnats pour comprendre les catégories, comment on compte les points. Et je trouvais ça très intéressant, même pour nous avec Alban, qui on trempe là-dedans tous les jours, on lit tous les jours des choses sur l'endurance. Bah, ça fait du bien de se rafraîchir un petit peu des fois la mémoire. Il y a du vélo aussi, tout ce qui est. On fera un live bientôt, on s'était dit, sur le vélo et le sport auto, le lien qu'il y a entre les deux. Donc c'est assez agréable de naviguer sur ton site, en tout cas, moi qui suis simple utilisateur, moi j'aime bien. Voilà. Enfin, je trouve ça assez fluide par rapport à Il est l'ancien. plus fluide que l'ancien. Ouais. Plus fluide que l'ancien, ouais. C'était un peu le but recherché. Donc non, les retours sont plutôt positifs, ça va plutôt dans le bon sens. Donc on verra encore à l'avenir où est-ce que ça va nous emmener. J'espère qu'on va Est-ce qu'il pouvoir y a beaucoup de annoncer commentaires? quelques surprises. Ouais, pardon. Ouais. Non, Ouais, ça serait- vas-y. Oui, parce que j'ai un petit décalage. Si des fois vous avez un peu je fais pas exprès, il y a un petit décalage, voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de commentaires sous tes publications? J'en laisse de temps en temps, même si c'est pas forcément constructif. Mais pour les abonnés, on a la possibilité de mettre des petits commentaires en dessous. Est-ce que ça réagit pas mal par rapport à tes articles ou... Ça réagit surtout. Enfin, je trouve que ça réagit un peu plus sur les réseaux sociaux, plus que sur le site. sur le site? Maintenant, il suffit juste de prendre un compte pour réagir sur le site. Tu n'es pas obligé de payer un abonnement à 10 euros par an. Tu peux juste t'abonner Ouais, tout comme à fait. ça pour pouvoir commenter. Ouais. Mais je t'avoue que j'ai un peu de mal à tout décrypter et tout parce que on en écrit tellement et on en publie tellement que on a Ouais, du c'est mal sûr. après à retourner, nous, aller voir derrière et tout ce qui a été dit et tout. Ça peut être une idée, ça, hein, je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Mais justement, entre un abonné ou pas, comme tu dis tout à l'heure, de pouvoir échanger sur ta plateforme, ça pourrait être sympa. Je ne sais pas si les sites internet permettent de faire ça, mais ça pourrait être une piste aussi, peut-être, je ne sais pas. Le Ça peut être problème, c'est intéressant. quand tu commences, Même si ouais. c'est quand tu commences à faire des échanges, il faut un modérateur parce que avec Internet, il se dit tout et n'importe quoi et tu as affaire à des gens des fois qui peuvent sortir un petit peu des limites de la piste, on va dire.
Et donc il faut modérer et on l'a appris à nos dépens dans le passé, c'est compliqué. c'est vrai. On n'est pas aujourd'hui calibré pour avoir quelqu'un qui lise tout le temps tous les articles si on avait un vrai forum. Ok, Ça, c'est les problèmes des réseaux sociaux. Tout à fait. en général. Tiens, tout à l'heure, les gars, vous parliez d'IMSA. Et je vais faire un petit coucou à notre équipe. On a une équipe en e-sport. Ils vont faire les 24 heures pour Anna. Est-ce que vous en avez entendu parler, messieurs? Laurent, ça te parle? Donc, du coup, c'est une petite fille qui a une maladie. Et du coup, il y a eu un championnat qui s'appelle les 24 heures pour Anna. Et le 8 janvier, il y aura les 24 heures de Spa. C'est la 5e manche. Donc voilà, c'était le petit coucou e-sport en même C'est bien temps de le dire. pour cette C'est bien. association 24 heures pour Anna. Je te ferai passer un petit truc, Laurent, plus tard. Ok. Ça marche. Voilà. Ok, Bon, bah, Laurent, on te laisse impec. conclure. Bah, écoute, il est 1h du matin. Et La jet lag. Alban, il y a 2 lives qui. Excuse-moi, Laurent, je te laisse respirer avant de conclure. Il y a 2 lives pilotes qui devraient arriver prochainement. En tout cas, moi, je sais que j'ai l'accord de Romain Leroux, le champion de France GT4 d'AGS Events, le coéquipier de Valentin Asclot. Donc, prochainement, Romain Leroux et d'autres peut-être. Alors, je sais pas si tu vas en parler, Alban, mais voilà. Oui, Alors, allez-y, oui, professeur. il y a un champion ELMS 2021 que normalement je devrais avoir. Et aussi le dernier vainqueur en IMSA de la course du Petit Le Mans. Petit Le Mans sur la WaterTech, un pilote Porsche. Très bien. Et Français. rendez-vous demain, et rendez-vous demain matin. Et rendez-vous demain matin pour une annonce d'une nouvelle équipe française qui va rouler en GT3. C'est demain? Ah, Demain Ah, matin. nouvelle merci équipe de nous dire que française c'est demain. ou une équipe renaissante? Non, une équipe française qui roule dans une autre catégorie, qui va rouler en GT3 et qui va annoncer son équipage. Ah, Équipage français? Équipage français. Demain matin, 10h. Ok. Vous aurez très bien. l'équipe, les pilotes et la déco. Et la Très voiture? bien. Et la voiture. Ok. Bon, on pose pas plus le bouchon. Bon, Non, on sait qui mais c'est, Alban. On sait qui c'est, on attend juste que ça sorte. Voilà. Mais on est sérieux, on le dit pas. Ça fera partie des articles aussi. Pour le reste, il y aura une interview aussi d'Hugues de Chonac que j'ai eu au téléphone cet après-midi là. Et sur l'arrivée avec Ferrari. Et puis voilà, puis pas mal de petits trucs. Une interview de Romain Dumas, une interview de Cyril Després et de Mathieu Baumel qui était aussi ici le week-end dernier là. Et puis voilà, et puis d'autres petits trucs dans les cartons. Ouais. D'accord. Excellent. Bon, bah, Eh ben, c'est écoute, nickel. Une belle conclusion, ça. à 10h tapante. À Ok, 10 heures. 10 on heures va le tapante. transmettre sur le groupe après. Et heure Ouais. française, hein. Heure française, d'accord. Oui, oui, Je précise parce que oui, oui. Ok. Ça marche. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, bah, tu vas conclure vraiment tout à l'heure. Merci, Willy, pour la réalisation. Merci, Alban, bien sûr. À tous ceux qui nous ont aidés à préparer ce live. Tous ceux qui nous aident aussi à préparer tous ces petits sujets qui sont sur le Messenger. Voilà, Frédéric, Christophe, Alan, et j'en passe, bien sûr. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Et puis, bon, on s'est encore régalé. Et puis, rendez-vous pour le talk numéro 4, le 12 janvier, quelque chose comme ça. Voilà. je serai peut-être encore ici d'ailleurs. Et ben, reste à Dubaï. T'es au chaud, t'es bien. Non, Bon, mais je vais voilà. revenir en France avant quand même. Oui, oui, oui. T'as pas cassé de chaise à Dubaï, Laurent? Non, Bon. non. Bah non, il est couché. Pour pas casser la chaise, il se couche. Comme ça, il peut pas casser la Voilà, chaise. tout à fait. Voilà. Allez, passe bien le bonjour à notre quarantenaire Thomas Bastin. Et puis voilà. Merci Laurent. À bientôt. Je n'y manquerai pas. Ben, merci à vous. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures, hein. Yes. Ça marche. Allez, Merci à tous. merci à vous. Bonne Ciao. soirée. Bye bye. Au revoir.